Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines. Collection Études africaines. Dirigé par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. KYINDOU Alain, ANATE Kouméalo, CAPOCHI Alain dire, Quand l'Afrique réinvente la téléphonie mobile 2015. Faye Mendongo, Jacques, essai sur la sémiotique d'une civilisation en mutation. Le génie africain est de retour, 2015. TCHAKOTEUMESSABIEM, Liliane, droit au HADA, droit français. La protection des créanciers dans les procédures collectives d'appurement du passif, 2015. AMBOULOU, Igindidas, le droit des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA, 2015. AMBOULOU, Igindidas, le droit de l'arbitrage et des institutions de médiation dans l'espace OHADA, 2015. Bassène, René Capin, Casamance. Récit d'un conflit oublié, 1982 à 2014, 2015. Dossi, Faloukou, l'universalisation de la démocratie vers la théorie habermasienne de la démocratie, 2015. NDOMBET, Wilson André, dire, processus électoraux et immobilisme politique au Gabon, 1990 à 2009, 2015. Angoulard, Jean-Claude, l'Église et l'État au Sénégal, acteur de développement, 2015. MOUCKAGA, Hugues, OWAYE Jean-François WANYAKA Virginie, Démocratie et ou démocrature en Afrique noire, 2015. Top PE accent aigu, Gilbert, Éducation aux archives. Théorie, pratique et valorisation, 2015. Ces 10 derniers titres de la collection sont classés, par ordre chronologique en commençant par le plus récent. La liste complète des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consultée sur le site www.harmattan.fr. À nos défunts parents, Joseph Koudada et Lostine Kiatalu. Abiti, Kessia, Maxime et Daryl pour tant d'amour dans notre vie quotidienne. Nous dédions cet ouvrage, fruit de nos investigations philosophico-politiques. Remerciements. Nous remercions toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont guidés tout au long de nos recherches doctorales en philosophie à l'Université libre de Bruxelles, faisant l'objet de la présente édition. Nous pensons tout d'abord au professeur Jean-Marc Ferry, qui nous a orientés depuis les premiers constituants de cette dissertation jusqu'à sa dernière mouture. Sa rigueur et ses remarques pertinentes, tout comme sa disponibilité, nous ont été très utiles pour l'amélioration de notre travail. Nous remercions aussi le professeur Thomas Berns, qui a accepté de prendre la relève du professeur Jean-Marc Ferry, à la retraite. Nos remerciements s'adressent également au professeur Jean Deminck, Lambros COULOUBARITSIS et Julie Allard pour les discussions fructueuses entreprises lors de la soutenance de notre thèse, et qui ont permis l'enrichissement de nos conclusions. Qu'ils trouvent à travers ces lignes l'expression de notre profonde gratitude. Que nos sœurs et frères, amis et amies trouvent ici la marque de notre estime à leur égard. Damien KUDADA Banza. PREFACE. Voici, pour un lecteur exigeant, une étude fort méthodique quant à l'exposition des concepts centraux de la théorie de la justice de John Rawls. L'analyse est sobre, sans délayage, animée d'un certain souci didactique, avec d'heureuses récapitulations qui facilitent le suivi du raisonnement. Je tiens à saluer chez Damien Koudada Banza un effort remarquable, non seulement pour expliciter les concepts principaux de la philosophie politique de John Rawls, mais aussi et peut-être surtout, pour restituer la teneur de critiques importantes, dont certaines ne sont pas aisées à saisir, qui ont pu être adressées de divers horizons, Seymour, Habermas, Sandel, notamment, à la théorie rawlsienne de la justice. Il est patent que Damien Koudada Banza a beaucoup lu et souvent bien lu les auteurs contemporains de philosophie politique. Il fait montre en outre d'un jugement politique mûr et équilibré.
Aussi est-il précieux de disposer d'une telle étude, minutieuse, attentive et perspicace, de la théorie rawlsienne de la justice. Damien Koudada-Banza s'est en outre risqué à une réelle problématisation des aspects pratiques, touchant à l'application de cette théorie à la réalité politique. Que veut dire appliquer Rawls? Comment? Dans quelle mesure est-ce réaliste ou simplement pertinent? Cette étude nous en offre une réponse éclairante. S'y voit honorer de deux manières la thématique de l'application. D'une part, en prenant la mesure des difficultés de faire advenir une réalité politique très instable et passablement déstructurée à une situation décente. D'autre part, en exerçant consciencieusement l'aptitude à une philosophie politique appliquée, une philosophie qui n'en reste pas aux principes, mais s'efforce de les schématiser en direction de contextes d'application plus ou moins favorables ou réfractaires. Se pose sans doute la question des limites d'une applicabilité de la théorie rawlsienne à la situation de la sous-région de l'Afrique des Grands Lacs, ainsi que celle des stratégies envisageables pour une sortie de crise chronique, voire en vue d'une transition démocratique. Damien Koudada-Banza a justement su prendre la mesure de la difficulté pratique. Il suggère un minimum prudentiel, considérant que, d'une part, la priorité est l'instauration d'un État de droit, avant de faire incantation vers une démocratie libérale, et que d'autre part il semble raisonnable de compter sur la stabilisation de la région grâce à la structuration d'un espace fédératif comprenant plusieurs États. Intelligence théorique et prudence politique sont à mes yeux les deux principales vertus auxquelles cet ouvrage rend hommage. Jean-Marc Ferry, professeur honoraire de l'Université libre de Bruxelles. Professeur de philosophie politique, titulaire de la chaire de philosophie de l'Europe de l'Université de Nantes. Introduction. Le travail philosophico-politique de Rawls a accordé une place de choix à la société bien ordonnée. En lisant ce philosophe américain, il y a lieu de se poser la question de savoir si ces intuitions peuvent être mises à profit dans des sociétés entravées par les conditions politiques, culturelles et économiques défavorables. Son approche du concept de la justice est attrayante. Il nous semble qu'un approfondissement de ce concept au niveau interne de l'organisation d'une société bien ordonnée et au niveau des droits des peuples peut être une base importante pour une critique constructive des sociétés dites entravées et des organisations supranationales. Voilà qui fonde notre intérêt pour l'étude de Rawls. En effet, aujourd'hui où le monde en général, l'Afrique centrale et la République démocratique du Congo en particulier, ne peuvent pas se soustraire à l'exigence de démocratisation en vue du bien-être individuel et collectif, la justice, en tant qu'instance de réglementation des rapports interhumains au sein d'un État ou des États, mérite d'être pensée et repensée pour sa réalisation effective dans divers secteurs de la vie. Notre approche rawlsienne va s'appesantir sur la justice en tant que vertu première des institutions sociales, la base la plus appropriée pour les institutions démocratiques. Sa théorie de la justice comme équité a connu un impact considérable dans le monde anglo-saxon et en Europe. Elle a été publiée dans une conjoncture où, à la suite des mouvements sociaux et politiques des années 60, les institutions démocratiques paraissaient atteintes d'une crise de légitimité. Nous partons d'un constat. Plusieurs États d'Afrique en général et d'Afrique centrale en particulier connaissent un déficit très aigu de justice et de démocratie dans la répartition de biens sociaux premiers. En outre, ces États ne sont pas bien organisés politiquement, économiquement et socialement. Par conséquent, ils ne respectent pas les principes de justice politique à l'échelle domestique, ni les principes du droit des peuples au niveau international ou supranational. Devant ce constat amer, nous nous proposons de réfléchir en profondeur sur la théorie de la justice politique de Rawls en vue de nous imprégner de principes susceptibles de garantir les droits et devoirs fondamentaux des citoyens et des peuples bien ordonnés. Nous voulons répondre à une question qui nous paraît essentielle. Quelles peuvent être les conditions de possibilité de l'application de la théorie de la justice politique de Rawls pour une intégration politique réussie à l'échelle interne, en République démocratique du Congo, et au niveau international ou supranational des États de l'Afrique centrale? Rawls élabore une conception politique de la justice, qu'il appelle théorie de la justice comme équité, valable tout d'abord dans un État démocratique moderne. Ensuite, cette conception est étendue à l'échelle internationale, c'est-à-dire au niveau du droit des peuples.
À ses yeux, la justice, sur le plan domestique, est sous-tendue par les deux principaux principes, qui sont en fait trois, à savoir le principe de la plus grande liberté égale pour tous, le principe de la juste égalité des chances et le principe de différence ou de solidarité. Ces principes gouvernent la structure de base de la société démocratique libérale. Sur le plan de la justice internationale, Rawls énonce 8 principes qui régissent les relations pacifiques entre les peuples ou les États. La liberté et l'indépendance des peuples, le respect des traités et des engagements, l'égalité des peuples, le devoir de non-intervention, le droit d'autodéfense, le respect des droits de l'homme, la conduite à la guerre et le devoir d'aider les sociétés entravées par les conditions politico-économiques défavorables. Ces principes constituent une charte de la société des peuples bien ordonnés, libéraux et décents. Tout au long de notre livre, nous voulons articuler les deux dimensions internes et internationales de la justice. Ainsi, nous soutiendrons que la restructuration de l'ordre interne fondé sur un État de droit démocratique est un préalable indispensable pour l'intégration politique réussie à l'échelle supranationale des institutions africaines d'intégration sous-régionale. Pour atteindre notre objectif, nous allons recourir principalement à la méthode analytico-herméneutique. En effet, nous essayerons de décortiquer les ouvrages de Rawls dans le but de clarifier la notion de justice politique et de montrer son importance tant au niveau national qu'à l'échelle internationale. Cependant, notre approche de la théorie de la justice comme équité sera critique dans la mesure où nous nous efforcerons d'en montrer la pertinence et d'émettre les objections ou les limites. Face aux contraintes de l'intégration politique au regard de cette théorie, nous formulerons des stratégies efficaces pour l'émergence des institutions justes et stables en Afrique centrale. Notre ouvrage comprendra 2 parties. La première partie exposera les idées principales de la conception politique de la justice chez Rawls tant à l'échelle domestique qu'à l'échelle internationale. Elle s'articulera en 2 chapitres. Le premier chapitre se veut une approche définitionnelle des concepts fondamentaux liés à la notion de justice. Il s'agira tour à tour des concepts de justice, de structure de base de la société, de coopération sociale, de société bien ordonnée et du droit des peuples. En effet, comme nous le verrons, chez Rawls, la justice est un concept essentiel pour la société et son objet premier est la structure de base de la société, c'est-à-dire les institutions politiques, économiques, sociales majeures et la façon dont elles répartissent les droits et devoirs de base. L'idée de coopération sociale comprend les règles et procédures, les termes équitables et le bien rationnel. La société bien ordonnée est celle qui accepte et respecte les principes mêmes de justice politique. Elle s'applique tout d'abord à une société démocratique libérale. Mais elle peut également concerner une société décente ou hiérarchique qui respecte les principes de la paix, les droits de l'homme et le système juridique. Le droit des peuples est une extension des idées libérales rawlsiennes de la justice aux droits et aux pratiques de la société politique des peuples. Ce chapitre abordera également les principes de justice qui gouvernent les institutions fondamentales d'une société particulière, société interne, d'une part, et la structure de base de la société des peuples, société internationale, d'autre part. Le deuxième chapitre sera un exposé sur la notion de position originelle, tant sur le plan de la justice interne, position originelle du premier degré, que de la justice internationale, position originelle du second degré. La position originelle est un procédé hypothétique de représentation, dans lequel les partenaires choisissent les principes de justice qui garantiront équitablement les intérêts de tous les citoyens ou des peuples. Bien plus, il sera aussi question de stabilité pour montrer que, quoiqu'indépendante, la théorie de la justice comme équité, adéquate dans une société démocratique, caractérisée par le fait du pluralisme raisonnable, peut être l'objet d'un accord entre les doctrines englobantes raisonnables, grâce à l'idée du consensus par recoupement. Ce chapitre élucidera par ailleurs la raison publique comprise comme une façon pour Rawls de défendre ses idées au sein d'une société libérale démocratique et d'une société des peuples. Après des considérations intermédiaires et critiques basées sur la pertinence et les limites internes de la conception politique de la justice de Rawls dans les États modernes, sur le plan de la justice domestique et internationale, la deuxième partie sera consacrée aux contraintes de l'intégration politique en Afrique centrale à la lumière de la théorie rawlsienne de la justice.
Elle s'efforcera aussi de formuler les stratégies de restructuration nationale et de recomposition supranationale. Nous croyons en effet que la théorie de Rawls peut servir de source d'inspiration pour l'Afrique. Elle pose des questions fondamentales pouvant nourrir la réflexion au sein des sociétés africaines, notamment au cœur de la société congolaise, dans la quête de l'édification des institutions justes, stables et intégrées. Cette deuxième partie se subdivisera également en 2 chapitres. Dans cette optique, nous allons analyser, dans le 3e chapitre, les contraintes spécifiques à l'application des principes de la justice de Rawls dans le contexte congolais en particulier et dans la sous-région des Grands Lacs et l'Afrique centrale en général. Rappelons que l'objet de la justice chez Rawls est la structure de base de la société, à savoir les institutions politiques, économiques et sociales. Et comme en République démocratique du Congo, c'est la structure de base qui est en crise, nous tenterons de l'analyser sur les plans politiques, économiques et socioculturels en suivant l'architecture rawlsienne. En effet, les crises à ces différents niveaux de la structure de base congolaise sont interdépendantes. Elles interagissent les unes avec les autres. Au 4e chapitre, nous essaierons en partant des principes rawlsiens de la justice interne et de la justice internationale, de donner des perspectives face à ces différentes crises. Ainsi, nous tenterons de formuler des stratégies de restructuration nationale en République démocratique du Congo. Celles-ci constitueront des préalables indispensables pour postuler l'intégration politique au niveau supranational dans la sous-région des Grands Lacs d'Afrique ou en Afrique centrale, déchirée par les guerres récurrentes. Nous préconiserons un modèle théorique de démocratie représentativo-délibérative pour la rez-de-chaussée et l'Afrique centrale. Nous allons également argumenter, à la suite de notre auteur, enrichi par d'autres en ce qui concerne le droit des peuples, les stratégies de recomposition supranationale. Partie 1. Conception RAWLSIENNE de la justice. Chapitre 1 Justice. ELUCIDATION conceptuel et principe. Notre préoccupation majeure, dans ce premier chapitre, est d'élucider quelques concepts centraux de la théorie de la justice telle qu'elle est présentée par Rawls et de comprendre ainsi l'essence même de la justice chez Rawls. Mais il s'agit également de nous attarder sur les principes de justice qui gouvernent la société démocratique et la société des peuples. Qu'est-ce que la justice ? En quoi la structure de base de la société constitue-t-elle l'objet premier de la justice ? Que devons-nous entendre par les termes de coopération sociale, de société bien ordonnée et enfin de droit des peuples ? 1.1. Concept de justice. La justice est conçue par Rawls comme la vertu première des institutions sociales, mieux, la base la plus appropriée pour les institutions démocratiques. Cette conception de la justice consiste à instituer un ordre plus juste ou plus équitable entre les citoyens au sein d'une société démocratique. La justice est constituée d'un ensemble de principes qui ont pour but de déterminer les éléments pertinents applicables à la structure de base de la société. Ce sont ces principes qui garantissent les libertés, les droits, les devoirs, la répartition des avantages sociaux, bref l'égalité des citoyens au sein de la société. C'est dire que la conception de la justice comme équité est égalitaire. Mais quel est le sens de cette égalité ? Au dire de Rawls, l'idée d'égalité possède une importance intrinsèque au degré le plus élevé. Cette idée indique si la société politique est appréhendée comme un système équitable de coopération, au cours du temps, entre les citoyens, vus comme libres et égaux. C'est à partir de cette considération des citoyens égaux que la justification des autres inégalités devra être envisagée. En d'autres termes, l'égalité est conçue au degré ou au niveau le plus élevé, car les citoyens au sein de la société s'estiment et se reconnaissent comme réciproquement égaux. Les principes de justice, comme nous allons les examiner plus loin, fournissent bien une réponse à la question de base de la philosophie politique dans un régime constitutionnel démocratique. Cette question se formule, pour Rawls, de la manière suivante. Quelle est la conception politique de la justice la plus admissible pour préciser les termes équitables de la coopération entre des citoyens, considérés comme libres et égaux ?
raisonnables et rationnels, membres normaux et entièrement coopérants de la société pendant toute leur vie d'une génération à la suivante? Rawls, en effet, appréhende la justice dans son rapport à l'équité. Il élabore d'ailleurs la théorie de la justice comme équité, qui signifie que les principes de la justice sont issus d'un accord conclu dans une situation initiale elle-même équitable. Ces principes permettent la réduction des inégalités sociales, notamment l'amélioration de la situation des personnes les plus défavorisées dans la dite société. Notons que c'est ici même que réside l'essence de l'équité. Les principes de la justice spécifient les termes équitables entre les citoyens jugés comme des personnes libres et égales dans la société. Ces personnes, en fait, sont libres dans la mesure où elles partagent la même culture politique d'une société démocratique. De plus, les personnes s'estiment elles-mêmes capables d'avoir une conception du bien. En tant que citoyens, elles sont susceptibles de modifier cette conception du bien sur des bases raisonnables et rationnelles et pourront la réaliser si elles le désirent. En qualité de personnes libres, les citoyens réclament le droit d'envisager leur personne en tant qu'indépendante d'une conception du bien ou un système de fin ultime et non identifié avec elle. À en croire Rawls, les citoyens se considèrent également comme libres dans l'optique où ils s'estiment eux-mêmes comme des sources auto-validantes de revendications valables dans une société démocratique. En d'autres termes, les citoyens sont traités comme des personnes égales. Ils ont les facultés morales essentielles de pouvoir se lancer dans la coopération sociale, qu'ils mèneront toute leur vie. Somme toute, les personnes disposent aux yeux de Rawls de deux facultés morales importantes. D'une part, le sens de la justice, c'est-à-dire la capacité de comprendre, d'appliquer et d'agir selon les principes de la justice politique caractérisant les termes équitables de la coopération sociale. Et d'autre part, la conception du bien, c'est-à-dire la capacité d'avoir, de rectifier et de tenter de réaliser de façon rationnelle une conception du bien. La conception de la personne considérée comme libre et égale constitue de cette manière une conception normative. Rawls soutient Q', elle nous est donnée par notre pensée et notre pratique morale et politique, et elle est étudiée par la philosophie morale et politique et la philosophie du droit. Dans cette perspective, le concept de la personne émane d'une conception politique et non pas de la métaphysique, ni de la psychologie, ni de la philosophie de l'esprit. La conception de la personne ne devra donc pas être confondue avec celle d'un être humain, c'est-à-dire un membre de l'espèce Homo sapiens, homme sage, comme l'expliciterait la biologie ou la psychologie sans l'usage de concepts normatifs de divers types comme les concepts de capacité morale, de vertu morale et politique. Et dans le cadre d'une conception politique de la justice, telle que l'explique Rawls, un citoyen doit être défini comme une personne susceptible d'être un participant libre et égal dans un système équitable de coopération. Notons que la théorie de la justice rawlsienne se fonde sur une conception politique de la justice, valable dans un régime démocratique, indépendante des doctrines générales et compréhensives. Ce qui revient à dire qu'elle s'applique essentiellement à la sphère politique. Quelles sont les caractéristiques générales de la théorie de la justice? Elles sont au nombre de 3. La première est liée à la structure de base de la société qui constitue, comme nous le verrons dans le deuxième point, l'objet primordial de la justice. Précisons que la justice est en fait conçue par l'auteur pour s'appliquer à la structure de base d'une démocratie libérale constitutionnelle moderne. La deuxième soutient que la justice ne doit pas émaner ou dériver des doctrines englobantes dans la mesure où celle-ci s'applique à une large variété de sujets, et compréhensive, en ce sens qu'elles comprennent les conceptions de ce qui est d'une quelconque valeur dans la vie humaine, les idéaux de la vertu personnelle et du caractère qui doivent éclairer notre pensée et notre comportement de manière générale. Tel est le cas des doctrines philosophiques, morales, religieuses ou non religieuses. C'est dans cette optique que Rawls a d'ailleurs critiqué l'utilitarisme, un des courants dominants de la philosophie morale et politique américaine. L'utilitarisme en tant que doctrine classique pose qu'une action est bonne si ses conséquences augmentent le bonheur du plus grand nombre. Or, dans l'entendement de notre auteur, et compte tenu du fait du pluralisme raisonnable dans les sociétés démocratiques, il est impossible qu'une seule doctrine rallie les suffrages de l'ensemble des citoyens si du moins on n'use pas de la force. Dès lors, la démocratie ne peut se justifier sur la base des arguments d'une doctrine particulière.
La troisième caractéristique de la justice souligne que sa conception doit être formulée ou élaborée en termes d'idées fondamentales, mais latentes dans une culture politique publique, incarnée par la société démocratique. Concrètement, la théorie de la justice comme équité trouve son sens dans une société politique régie par un système de coopération sociale entre les citoyens libres et égaux. Il est important de souligner en passant que la culture politique publique d'une société démocratique à laquelle Rawls se réfère est bien celle de la société américaine, soit, plus simplement occidentale. Cette culture publique, écrit-il, comprend les institutions politiques d'un régime constitutionnel et les traditions publiques de leur interprétation, y compris les traditions du pouvoir judiciaire, ainsi que les textes et documents historiques connus de tous. La culture publique, en réalité, n'est pas à confondre avec la culture environnante de la société civile, dont font partie les doctrines compréhensives ou englobantes. Au contraire, elles s'y opposent. Ces doctrines appartiennent à la culture sociale et non pas à la culture politique. La culture du contexte social comprend la culture de la vie quotidienne et de ses nombreuses associations. Églises, institutions d'éducation de tous les degrés, à l'instar des universités, écoles professionnelles, y compris les sociétés savantes et scientifiques, clubs et équipes. Pour Rawls, la culture politique non publique fait une médiation entre la culture politique publique et celle du contexte social. Dans cette perspective, la culture politique non publique est constituée de l'ensemble des médias, c'est-à-dire des journaux, des revues, des cassettes, des magazines, de la télévision, de la radio, de cinéma, de téléphone, de vidéographie, d'Internet, etc. L'on peut relever ici que le concept de justice tel que le souligne Rawls ne s'applique pas seulement à la structure de base d'une société politique particulière, mais qu'il a également une extension au niveau des rapports que les peuples entretiennent entre eux. En partant de cette considération, nous sommes en mesure de traiter du concept de justice aussi bien sur le plan interne, domestique ou national que sur le plan externe ou international. Mais examinons d'abord ce que nous devons entendre par la structure de base de la société interne, qui, comme on l'a souligné, constitue l'objet premier de la justice. 1.2. Structure de base. Nous allons décrire deux types de raisons qui justifient, d'après notre auteur, la structure de base de la société comme objet primordial de la justice. 1.2.1. Premier type de raison. Ce premier type de raison fait allusion à la façon dont les institutions de base marchent au sein de la société, et à la nature des principes de justice qui les gouvernent au cours du temps. Dans cette optique, la théorie rawlsienne de la justice comme équité met avant tout l'accent sur la structure de base qui doit être régie par les principes de justice, en vue de garantir la justice du contexte social de façon égale pour toutes les personnes d'une génération à la suivante. Mais que signifie exactement le concept de structure chez Rawls ? La structure désigne les principales institutions politiques, sociales et économiques d'une société, et la manière dont elles répartissent les droits et les devoirs fondamentaux et déterminent la répartition adéquate des avantages et des charges issues de la coopération sociale. Ces institutions sont considérées comme les plus importantes. Ce sont, en clair, la constitution politique et les principales structures socio-économiques. À ce titre, nous pourrions citer par exemple la protection légale de la liberté de pensée et de conscience, l'existence de marchés concurrentiels, la propriété privée des moyens de production, la famille monogamique. De ce qui précède, nous pouvons soutenir que la théorie de la justice comme équité s'applique aux institutions politiques, sociales et économiques d'une démocratie constitutionnelle. En effet, celle-ci considère la Constitution comme le document de base ou le texte fondamental qui définit le mode de gouvernement d'un État. La Constitution, aux yeux de Rawls, constitue le fondement de la structure sociale. Elle devra être juste et garantir les libertés égales à tous les citoyens. Autrement dit, ce qui intéresse Rawls, c'est la démocratie constitutionnelle bien ordonnée, ce qu'il appelle également une démocratie délibérative. Ici, l'idée fondamentale, c'est la délibération. Au sein de la société démocratique, quand les citoyens délibèrent, ils échangent des idées et discutent des raisons qui leur font soutenir tel ou tel autre point de vue concernant les questions politiques publiques. Ils admettent que leurs opinions politiques sont susceptibles d'être revues de par la discussion avec les autres citoyens et ne constituent donc pas un produit fixe de leurs intérêts existants, privés et non politiques,
D', ou la pertinence, comme nous le verrons au 2e chapitre, de la raison publique, en vue de caractériser le raisonnement de ses citoyens en matière de questions constitutionnelles essentielles et de justice fondamentale. Rawls fournit 3 caractéristiques fondamentales de la démocratie délibérative. Primo, l'idée de la raison publique. Secondo, un système d'institutions démocratiques précisant le cadre des corps législatifs délibératifs. Tertio, la connaissance des citoyens et leur désir d'approuver la raison publique et de mettre en œuvre son idéal, dans leur façon de se comporter et d'agir politiquement. Les implications directes de ces caractéristiques sont le financement public des élections et l'existence d'occasions publiques qui permettent une discussion véritable et ordonnée des questions fondamentales et des problèmes de politique publique. De plus, dans la démocratie délibérative, il est important de retenir que les décisions sociopolitiques capitales ne peuvent tout simplement pas être prises sans une éducation nettement donnée à tous les citoyens concernant les aspects spécifiques du gouvernement démocratique constitutionnel, ou en l'absence d'un public informé des questions importantes. Ainsi, quand bien même les détenteurs du pouvoir politique visionnaire auraient la volonté d'engager des changements et des réformes adéquats, ils ne seraient pas en mesure de persuader un public mal informé et sceptique de les accepter et de les mettre en pratique. Du reste, nous avons noté que la justice constitue le fondement des institutions démocratiques. Mais qu'en est-il de l'essence de celle-ci ? De prime abord, nous pouvons définir les institutions en nous servant du vocabulaire moderne, comme l'ensemble des structures sociales et juridiques que la coutume, la loi ou le droit public ont établies pour organiser la vie de la communauté. Ainsi comprises, les institutions régentent ou harmonisent les actions des citoyens au sein de la société. Elles fixent la manière dont les hommes doivent mener leur vie politique et sociale. La conception que se fait Rawls de l'institution pourrait être comprise dans cette même perspective, celle qui met en avant le sens d'une organisation sociétale. Pour Rawls, une institution c'est comme un système public de règles qui définit des fonctions et des positions avec leurs droits et leurs devoirs, leurs pouvoirs et leurs immunités. D'après ces règles, certaines formes d'action sont autorisées, d'autres sont interdites. En cas d'infraction, elles prévoient des peines, des mesures de protection. De ce qui précède, nous pouvons dire que les institutions démocratiques sont celles qui promeuvent le bien-être de tous les citoyens. Dès lors, la participation, l'égalité, la liberté et le bien commun constituent les 4 éléments fondamentaux d'une société démocratique. Il convient de noter que Rawls emploie de façon indistincte ou interchangeable les expressions régime démocratique, démocratie constitutionnelle, société démocratique, institution démocratique, État démocratique. La structure de base de la société à laquelle se réfère Rawls est finalement celle d'une société libérale démocratique fermée et autosuffisante, complète, de coopération. Elle constitue une société interne, close, indépendante, isolée des autres sociétés. Les individus en font partie à la naissance et en sortent à la mort. Ils sont donc nés dans une société où ils mènent leur vie entière. 1.2.2. Deuxième type de raison. Le deuxième type de raison qui justifie la structure de base a trait à l'influence extrême ou profonde concernant les personnes qui mènent leur vie dans la société. La structure de base a en effet des incidences profondes sur la vie des individus. Elle influence leur perspective de vie au sein de la société, car ceux-là naissent avec des positions sociales diverses, déterminées surtout par le système politique, les circonstances historiques, sociales et économiques. C'est dire que cette structure de base favorise certains points de départ par rapport à d'autres dans la répartition des avantages et des charges de la coopération sociale. Ce qui engendre des inégalités inévitables dans la société. Comme nous le verrons, les principes de justice ont pour tâche de corriger ou de contrôler les inégalités qui existent au sein de la société. Ils visent à améliorer la situation de personnes les plus défavorisées dans la société, tâche assumée dans l'application du principe de différence. C'est pourquoi, la justice comme équité se préoccupe de ces inégalités entre les citoyens concernant leur perspective de vie. Aux yeux de Rawls, ces dernières sont affectées ou provoquées par 3 sortes de contingences. Premièrement, la classe sociale d'origine, c'est-à-dire la classe dans laquelle les citoyens sont nés et grandissent jusqu'à l'âge de raison.
Deuxièmement, leurs dons innés, par contraste à leurs dons accomplis ou réalisés et les possibilités qui leur sont offertes de cultiver ces dons, de par leur classe d'origine. Troisièmement, leur bonne ou mauvaise fortune, leur chance au cours de leur vie. Puisque les citoyens sont considérés comme libres et égaux au sein de la société, la tâche des institutions de base sera de les éduquer à se conformer à cette conception politique de la justice. Par ailleurs, dans sa conception politique particulière de la justice, Rawls traite de la famille comme faisant partie de la structure de base. La famille, en effet, constitue la base d'une production et d'une reproduction permanente de la société et de sa culture, d'une génération à celle qui suit. La famille a donc un rôle crucial d'éduquer ou d'élever, de se charger des enfants de façon raisonnable et véritable, en vue de garantir leur développement moral d'une part et leur éducation culturelle d'autre part. Il importe ainsi que les citoyens aient nécessairement un sens de la justice et disposent des vertus politiques qui renforcent les institutions sociopolitiques. C'est pourquoi Rawls insiste pour que la famille fasse en sorte que ses citoyens puissent être élevés et formés en nombre suffisant, en vue de former une société durable. Il convient de mentionner ici, d'après notre auteur, que la raison publique ne peut s'appliquer à la famille que si cette dernière est jugée, au moins en partie, comme étant du ressort de la justice politique. Certes, nous l'avons souligné, les principes de justice politique s'appliquent directement à la structure de base de la société, c'est-à-dire aux institutions politiques, sociales et économiques d'une société démocratique et non à la vie interne de beaucoup d'associations à l'instar de la famille. Cela ne revient pas à dire que ces principes de justice ne peuvent pas garantir la justice égale pour les femmes, leurs maris et leurs enfants. Ces principes imposent des contraintes ou des restrictions essentielles à la famille considérée comme institution, et garantissent les droits et libertés de base, l'autonomie et les possibilités d'action de tous ses membres. La famille ne pourra donc pas aller à l'encontre de ces libertés. Les épouses, les maris et les enfants sont considérés comme des citoyens libres et égaux. Par voie de conséquence, ils possèdent les mêmes droits et libertés fondamentales, y compris les possibilités de base. Dans le même ordre d'idées, les principes de justice politique exigent des restrictions ou des limites à d'autres associations et groupes de la société civile comme les entreprises, les syndicats, les églises, les universités en vue de protéger les droits et libertés de leurs membres. À titre indicatif, Rawls cite le cas des églises qui possèdent la faculté d'excommunier les hérétiques, mais elles ne pourront pas les brûler. Cette limitation garantit la liberté de conscience. De même, certaines discriminations qui ne peuvent être envisageables pour les institutions universitaires. À ce sujet, une contrainte ou restriction préconise l'égalité équitable des chances. Cette égalité se réalise au sein de la société dans laquelle les personnes vivent ensemble, en termes de coopération sociale. 1.3. Coopération sociale. La société, selon Rawls, est un système équitable de coopération entre les personnes libres et égales qui, à travers le temps, mènent leur vie tout entière. Nous pourrons mieux élucider le concept de coopération sociale chez notre auteur en nous basant sur 3 éléments constitutifs. Primo, la coopération est guidée par des règles et des procédures qui sont connues et acceptées de tous ceux qui coopèrent, au point que celles-ci gouvernent leur conduite de façon satisfaisante. Secondo, la coopération fait allusion au concept de terme équitable. Ceux-ci sont acceptés par chaque membre de la société dans la mesure où les autres les acceptent aussi. Rawls souligne que les termes équitables de coopération supposent une idée de réciprocité. En témoigne le passage suivant. Tous ceux qui sont engagés dans la coopération et qui remplissent leur rôle en suivant les règles et les procédures doivent en tirer des avantages évalués grâce à un critère adéquat de comparaison. Une conception de la justice politique caractérise les termes équitables de la coopération. Comme nous allons le voir dans les pages qui suivent, ce sont les 2 principes de justice qui déterminent les termes de coopération sociale. Ces principes garantissent les droits et les devoirs des citoyens dans une société démocratique. Ils gouvernent les principales institutions politiques, sociales et économiques. Tertio, le concept de coopération sociale évoque l'idée de l'avantage, ou plus explicitement, l'idée du bien rationnel de chaque membre de la société. C'est cette idée du bien en fait, qui donne des précisions concernant ce que les participants, individus, familles, associations, gouvernements, etc.,
veulent ou cherchent à obtenir lorsqu'ils considèrent le système à partir de leur position sociale personnelle. Les vertus de la coopération politique, susceptibles de garantir un régime constitutionnel juste, sont considérées comme des vertus supérieures. Parmi elles, l'on pourrait citer les vertus de tolérance, le fait par exemple d'être prêt à rejoindre les autres à mi-chemin, la vertu de modération, y compris le sens de l'équité. Ces vertus qui, bien évidemment, constituent un bien public au sein d'une société démocratique. Examinons à présent le concept de la société bien ordonnée chez Rawls. 1.4. Société bien ordonnée. Disons d'entrée de jeu que l'expression bien ordonnée, comme le note Rawls, émane de Jean Bodin qui dès le commencement de ses 6 ouvrages de la République 1576 fait allusion à la République bien ordonnée. Pour Rawls, la société bien ordonnée renvoie tout d'abord à la société démocratique à laquelle s'appliquent les principes de la justice comme équité. C'est dire qu'elle est gouvernée par une conception politique de la justice. Aux yeux de Rawls, la société bien ordonnée libérale comprend 3 idées principales. De prime abord, elle est une société où chacun et tous ensemble acceptent les mêmes principes de justice politique. Ensuite, sa structure de base est connue publiquement comme celle qui respecte ces principes. Et enfin, ses citoyens possèdent en général un sens effectif de la justice et obéissent spontanément aux institutions fondamentales de la société qu'ils considèrent comme justes. En outre, il convient de noter qu'une société bien ordonnée libérale ne constitue ni une communauté, ni une association. Ici, dans l'entendement de Rawls, une communauté est comprise comme une forme particulière d'association unifiée par une doctrine compréhensive, telle une église. Autrement dit, une société démocratique bien ordonnée n'est pas une communauté, si nous entendons par cette dernière une société gouvernée par une doctrine compréhensive commune, religieuse, philosophique ou morale. Dans le même ordre d'idées, l'auteur soulève 2 différences principales entre une société démocratique et une association. Primo, nous avons déjà noté qu'une société démocratique est appréhendée comme un système social clos et complet. D'une part, il est considéré comme fermé en ce sens qu'on y entre seulement à la naissance et qu'on en sort à la mort. Et d'autre part, il est complet dans la mesure où il est autosuffisant et qu'il accueille toutes les fins principales de l'existence humaine. Secondo, une société bien ordonnée, ou mieux une société démocratique, ne possède pas de fin ou d'objectif ultime comme dans une association. Dans cette société, comme le souligne Rawls, les personnes coopèrent en tant que citoyens libres et égaux. Ce qui revient à dire que leur coopération réalise, dans le cadre idéal, une structure de base juste, dont les institutions mettent en pratique les principes de justice, et donnent aux citoyens les moyens nécessaires à leurs besoins de citoyens. Bref, la coopération sociale se fonde sur la justice politique. En revanche, dans une association, l'auteur relève que les gens coopèrent en vue de réaliser l'objectif quel qu'il soit, qui les a fait adhérer à l'association et de plus, en tant que membres de celle-ci, ils coopèrent pour réaliser des fins qui appartiennent à leurs différentes conceptions compréhensives du bien. En outre, il s'avère important de mentionner que le concept de société bien ordonnée, chez Rawls, ne s'applique pas seulement à la société démocratique libérale, mais qu'elle peut également avoir tout son sens dans un régime bien ordonné hiérarchique, ou non libéral, ou encore décente. Il sera donc question du droit des gens ou des peuples, comme nous allons l'élucider au point suivant. Au regard de ce qui se précède, nous mentionnons tout d'abord que pour qu'une société hiérarchique puisse être bien ordonnée, elle doit remplir les conditions ci-dessous. Primo, elle devra respecter les principes de la paix et éviter d'être expansionniste. Secondo, son système juridique doit remplir les critères nécessaires de la légitimité aux yeux de son propre peuple. Et tertio, elle doit respecter les droits de l'homme fondamentaux. Il sied de noter que les sociétés libérales et non libérales concourent à la construction de la société des peuples. Quelle est l'essence du concept droit des peuples ou droit des gens chez Rawls ? 1.5. Droit des peuples. L'expression droit des gens, ou mieux droit des peuples, chez Rawls, désigne une conception politique particulière de la rectitude morale et de la justice, s'appliquant aux principes et normes du droit et des usagers internationaux. En fait, Rawls reprend les mêmes idées de sa théorie de la justice comme équité, dans une société libérale démocratique, qu'il étend aux droits et aux pratiques de la société politique des peuples. Celle-ci comprend tous les peuples,
qui obéissent à la fois aux idéaux et principes du droit des gens dans leurs rapports réciproques ou mutuels. Ainsi, le contenu de ce droit gouverne la structure de base des relations entre les peuples. Les peuples, dans l'entendement de notre auteur, sont des personnes considérées comme un corps constitué et organisé par leurs institutions politiques qui établissent les pouvoirs de l'État. D'où Rawls fait usage du terme de peuple, et non pas d'État. Autrement dit, il s'agit des peuples organisés ou constitués en État. Les acteurs de la société des peuples sont donc des peuples démocratiques libéraux, et des peuples non libéraux ou décents. Notre auteur utilise également le concept de peuple, en vue de le différencier avec celui des États traditionnellement compris comme dotés des pouvoirs de souveraineté prévus par le droit international positif durant les 3 siècles ayant suivi la guerre de 30 ans, 1618 à 1648. C'est dire que les peuples ne possèdent pas la souveraineté traditionnelle. Rawls établit une nette distinction entre le droit des gens ou des peuples et le droit international. À ses yeux, le droit des gens ou des peuples constitue une famille de concepts politiques qui comprend des principes du droit, de la justice et du bien commun spécifiant le contenu d'une conception libérale de la justice conçue en vue de s'étendre et de s'appliquer au droit international. En d'autres termes, le droit des gens ou des peuples se fonde sur les concepts et principes qui font en sorte que le droit international puisse être apprécié ou jugé. En revanche, Rawls souligne que le droit international constitue un ordre juridique existant ou positif, quelque incomplet qu'il soit par certains aspects, à titre indicatif, car il n'y a pas de dispositif efficace de sanction comme celui caractérisant principalement le droit interne. Il importe de relever, d'après Rawls, 2 idées fondamentales qui justifient la construction du droit des peuples. Celles-ci sont interdépendantes. La première a trait aux immenses fléaux de l'histoire de l'humanité, à savoir la guerre injuste, l'oppression, la persécution religieuse, le déni de la liberté de conscience, la famine, la pauvreté, le génocide, le meurtre de masse. Il ressort que ces grands fléaux émanent de l'injustice politique et de ses cruautés ou atrocités. La seconde idée majeure consiste à adopter des politiques sociales justes ou décentes, d'une part, et à établir des institutions de base justes ou décentes qui feront en sorte que les grands fléaux susmentionnés prennent fin, d'autre part. Dans son élaboration du droit des peuples ou dans sa conception du monde politique et social, Rawls relève 5 types de sociétés intérieures. Le premier type concerne les peuples libéraux raisonnables. Le deuxième est celui des peuples décents. Le troisième est celui des États hors la loi. Le quatrième, celui des sociétés entravées par des circonstances désavantagées. Enfin, le 5e type est celui des absolutismes bienveillants. Cette dernière catégorie de société, dans l'entendement de Rawls, respecte bien les droits de l'homme, mais étant donné que les membres qui en font partie ne sont pas sollicités pour jouer un rôle déterminant dans les prises de décision politiques, cette catégorie ne constitue pas des sociétés bien ordonnées par les principes de justice. Comme nous allons les expliciter dans les pages qui suivent, le premier type des sociétés, c'est-à-dire les sociétés libérales et démocratiques, d'une part, et la deuxième sorte des sociétés, les sociétés non libérales ou décentes, d'autre part, font partie de la théorie idéale, nommée également théorie de la stricte obéissance. Ces 2 types de sociétés partagent le même droit des gens. Aux yeux de notre auteur, ces sociétés sont ensemble des membres respectables d'une société bien ordonnée des peuples justes du monde. En revanche, le 3e type de société, les États hors la loi, et le 4e type de société, les sociétés entravées par les circonstances défavorables, sont classifiées dans la théorie non idéale. Ce qui revient à dire que l'extension d'une idée générale du contrat social à une société politique des peuples s'articulera en 2 grandes dimensions. Celle de la théorie idéale et celle de la théorie non idéale. Explicitons-les. 1.5.1 Théorie idéale. Il s'agira, comme il est dit, tour à tour, des sociétés libérales et démocratiques d'un côté et de sociétés non libérales, hiérarchiques ou décentes, de l'autre. Notons que les 2 types de sociétés constituent des sociétés bien ordonnées, généralement acceptables dans une société des peuples. 1.5.1.1 Société libérale. Les sociétés libérales sont celles qui partagent une même culture politique démocratique. Dans ces sociétés, les personnes sont considérées comme des citoyens libres et égaux.
Rawls note que dans une société libérale ou une société démocratique constitutionnelle, un citoyen devra respecter les doctrines englobantes qui sont de nature religieuse ou non religieuse, philosophique et morale défendues par les autres, pourvu qu'elles puissent être en accord ou conformes à une conception politique raisonnable de la justice. Dans cette même optique, une société libérale doit respecter les autres sociétés organisées selon les doctrines exhaustives ou englobantes, à condition que leurs institutions politiques, économiques et sociales puissent remplir certains critères pouvant les conduire à adhérer à un droit raisonnable des gens. Notre auteur donne 3 caractéristiques des peuples libéraux, à savoir un gouvernement démocratique constitutionnel raisonnablement juste, l'unité des citoyens et une nature morale. Élucidons-les. La première caractéristique a trait à l'institution. La tâche d'un gouvernement démocratique constitutionnel juste est de garantir les intérêts de base des citoyens et de lutter contre la corruption. Le dit gouvernement est sous le contrôle politique et électoral effectif du peuple. La deuxième caractéristique est d'ordre culturel. Il s'agit des citoyens qui sont unis par les sympathies communes. Rawls emprunte cette expression à John Stuart Mill. Ces sympathies communes expriment une idée de nationalité en vue de décrire la culture d'un peuple, ou un sentiment de nationalité qui pousse les citoyens à coopérer volontairement les uns avec les autres. De plus, le peuple libéral a ce désir d'être dirigé par un gouvernement démocratique. La troisième caractéristique se fonde sur la conception politique, nature morale, de la justice. C'est dire que les peuples libéraux possèdent une certaine nature morale. Ils sont considérés en même temps comme raisonnables et rationnels. Rawls évoque aussi 6 conditions nécessaires en vue de réaliser une démocratie constitutionnelle raisonnablement juste, qualifiée à ses yeux d'utopie réaliste. La première condition comporte 2 volets. Le premier volet indique qu'une conception libérale de la justice devra prendre en compte les lois de la nature effective et atteindre la stabilité pour de bonnes raisons. Dans cette optique, les citoyens possèdent un sens de la justice et sont considérés en tant que tels selon les lois de la nature, conformément aux lois constitutionnelles et civiles, telles que celles-ci pourraient être, au sein d'une société démocratique juste. Le deuxième volet d'une conception politique libérale réaliste consiste en ce que ces principes premiers et préceptes puissent être exploitables et applicables aux dispositifs sociopolitiques en vigueur. La deuxième condition nécessaire que souligne Rawls, afin qu'une conception politique de la justice puisse être utopiste, et qu'elle fasse usage des principes, des idéaux et des concepts politiques, en vue de décrire une société démocratique raisonnablement juste. Partant de cette condition, les idées libérales de la justice raisonnable, élargies aux droits des gens, ou des peuples, sont composées de 3 éléments ou principes fondamentaux. Primo, une liste de certains droits, libertés et possibilités de base connus selon les régimes démocratiques constitutionnels. Secondo, une priorité spéciale pour ces libertés de base, principalement les revendications fondées sur le bien commun et sur des valeurs perfectionnistes. Et tertio, des mesures qui garantissent à tous les citoyens les biens primaires nécessaires ou l'accès à plusieurs moyens adéquats permettant l'usage intelligent et effectif de leur liberté. Il convient de noter que ces principes devront tenir compte du critère de réciprocité au sein de la société. Celle-ci, comme nous l'avons souligné, se veut comme un système de coopération équitable, où les citoyens sont conçus comme étant des personnes libres et égales menant leur vie au cours du temps. La troisième condition fait allusion aux caractéristiques d'une conception politique de la justice. Celles-ci doivent être contenues au sein de la catégorie du politique. Dans cette perspective, l'extension d'une conception politique libérale aux droits des gens ou des peuples, c'est-à-dire les relations que les peuples entretiennent entre eux, ne peut que tenir compte de cette condition. La quatrième condition met en exergue le fait du pluralisme raisonnable, qui est important dans la société des peuples bien ordonnés. Ce qui pourra permettre aux membres de différentes sociétés bien ordonnées de développer un sens de la justice et d'appuyer leur gouvernement en respectant le droit des peuples. La cinquième condition souligne que l'unité d'une société raisonnable des peuples ne nécessite pas l'unité religieuse. Aux yeux de Rawls, le droit des gens fournit, en faveur de la société des peuples, les idées fondamentales, ou le contenu de la raison publique similaire aux principes de justice, au sein d'une société libérale démocratique. Enfin,
La 6e condition s'appesantit sur l'argument de la tolérance qui provient de l'idée du raisonnable caractérisant les termes équitables de la coopération sociale. Rawls note que cette idée peut aussi s'appliquer dans le cadre plus large de la société des peuples. Dans le même ordre d'idées, l'élargissement d'une conception politique libérale de la justice à la société des peuples met l'avènement de la tolérance incontournable, au cas où les peuples utiliseraient la raison publique dans leurs rapports réciproques ou mutuels. De plus, l'idée de la tolérance signifie que les sociétés libérales doivent accepter les sociétés non libérales ou décentes en tant que membres en règle de la société des peuples bien ordonnés. C'est pourquoi Rawls soutient que les sociétés libérales doivent collaborer ou coopérer avec tous les peuples qui sont en règle, et leur apporter assistance. En outre, il convient de mentionner que les 3 caractéristiques égalitaires de la justice comme équité, à savoir la valeur équitable des libertés politiques, l'égalité équitable des chances et le principe de différence, ne sont pas prises en compte dans l'extension des idées libérales aux droits des peuples. Rawls pense qu'on n'a pas besoin de ces traits essentiels en vue de la construction d'un droit raisonnable des gens ou des peuples. Cela étant, les principes de justice comme équité, principe de la plus grande liberté pour tous, le principe de la juste égalité des chances et le principe de différence, ont été élaborés en vue de gouverner la structure de base d'une société démocratique libérale. Aux yeux de Rawls, ils ne constituent pas des principes généraux et de ce fait, ne s'appliquent pas à tous les objets, ni à tous les cas, ni même aux droits des peuples qui demeurent, à son sens, autonomes. C'est pourquoi, l'idée de justice distributive à l'échelle internationale n'est pas prise en compte. Nous examinerons en détail les raisons de ce rejet, lorsque nous allons aborder plus loin les principes de justice familiers et traditionnels, qui régissent le droit des peuples bien ordonnés. Il importe à présent d'analyser les sociétés non libérales ou hiérarchiques ou encore décentes. 1.5.1.2 Société non libérale. Les sociétés hiérarchiques sont membres respectables de la société bien ordonnée des peuples. Ici, les personnes sont considérées comme des membres responsables et coopératifs de la société susceptibles de reconnaître et d'agir conformément à leurs obligations et devoirs moraux. Ces sociétés sont théocratiques dans la mesure où elles ne connaissent pas la séparation des pouvoirs. Autrement dit, elles sont de nature religieuse et ne sont pas caractérisées par une séparation de l'Église et de l'État. Leurs institutions politiques et sociales spécifient une hiérarchie consultative juste et une conception de la justice visant le bien commun. Comme nous l'avons vu, les sociétés organisées selon un principe hiérarchique décent doivent respecter certains impératifs ou critères afin qu'elles puissent être bien ordonnées et acceptées comme membres de la société raisonnable des peuples. Pour rappel, et de façon plus explicite, ces 2 critères sont les suivants. Premièrement, la société hiérarchique décente devra être liée au principe de la paix et les respecter. Ces buts légitimes doivent être poursuivis à travers la diplomatie, le commerce et par d'autres moyens de la paix. Cette société ne doit pas être expansionniste. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.